une femme fatale dans le Vercors et des voyous qui ne savaient pas qu'ils avaient frappé dans une fourmilière. L'histoire d'un gang spécialisé dans le harcèlement sexuel et l'extorsion de randonneurs dans le massif du Vercors. Mais la femme qu'ils ont provoquée n'était autre que la générale de division Élise Blanchard, une légende vivante issue du Hunet régiment de parachutistes d'infanterie de marine actuellement en service. Une histoire sur la façon dont des criminels récidivistes ont été balayés sans laisser de traces. Avant de lire, merci de nous soutenir avec un j'aime et un partage. C'est une grande source de motivation. L'atmosphère du Vercors au début de l'automne est limpide et froide comme du cristal. La forêt, dans sa plus belle parure de feuilles changeantes, et la route sinueuse qui monte vers les sommets déploie un panorama qui semble peint avec les couleurs les plus vives. Dans le silence d'un matin de semaine, Élise Blanchard respire profondément et régulièrement, avançant d'un pas sûr sur le sentier de Terre-Hoc. Elle a plus de 45 ans, mais sa silhouette athlétique se devine sous sa tenue de randonnée. Ses mouvements sont nés, sans fioriture, et son visage étonnamment jeune pourrait la faire passer pour une femme d'à peine plus de 30 ans. Ses longs cheveux, attachés en une queue de cheval soignée, se balancent au rythme de ses pas. Pour elle, la randonnée n'est pas un simple passe-temps. C'est presque un rituel sacré qui lui permet d'échapper à un quotidien rempli de pression et de stress, de se retrouver face à elle-même et de se fondre dans le grand ordre de la nature. La générale de division Élise Blanchard, première femme à avoir commandé une compagnie au sein du Hunet RPIMA, l'unité la plus prestigieuse de l'armée de terre française, et actuellement officier d'état-major de haut rang au commandement des opérations spéciales, une légende vivante. Le poids des étoiles sur ses épaules a été forgé par la sueur, le sang et des sacrifices que même les militaires les plus aguerris auraient du mal à quantifier. Mais en cet instant, dans les bras du Vercors, elle n'est qu'une simple randonneuse, amoureuse de la nature. Alors qu'elle passe près d'un rocher isolé et s'arrête pour reprendre son souffle, des sons stridents viennent briser la quiétude de la montagne. Des cris, des jurons et le bruit de quelque chose qui se brise. Elle fronce légèrement les sourcils, tournant son regard vers l'origine du bruit. C'est une zone près d'un grand rocher, un peu à l'écart du sentier principal. Un sentiment de malaise l'envahit, plus fort que la curiosité. Elle serre son bâton de marche et s'avance silencieusement vers la source du vacarme. À travers le feuillage, une scène révoltante s'offre à ses yeux. Un groupe de 5 ou 6 hommes, à l'allure de voyous entoure et menace un vieil homme de plus de 70 ans. Ils portent des uniformes d'une vague société, mais leur apparence brutale et leurs tatouages grossiers prennent le dessus sur leurs vêtements. Et, le vieux, écoute bien ce qu'on te dit. Ce secteur est sous la gestion de la société Vercors Environnement Propre. Si tu veux randonner en sécurité, tu dois payer un droit de passage pour la protection. Compris? Le costaud au centre du groupe esquisse un sourire méprisant. Il s'appelle Marco le Balafré, le soi-disant directeur de Vercors Environnement Propre, mais en réalité le chef du gang des loups du Vercors, une organisation criminelle active dans la région de Grenoble. Le vieil homme, le dos voûté et la peau tachetée par l'âge, a pourtant un regard aussi vif que celui d'un jeune homme. Il plante son bâton dans le sol, se tenant droit sans reculer d'un pouce. « Qu'est-ce que vous racontez ? Le parc naturel régional appartient à l'État. Depuis quand c'est votre propriété privée ? C'est une violation flagrante de la loi. » Violation 1. T'es dépassé, le vieux. On est là pour assurer la sécurité des touristes. Nettoyer les sentiers. Tout ça, ça coûte de l'argent. Allez, pas de chichi. File 50 € et dégage. Nous fais pas perdre patience. Un des sbires de Marco arrache le sac à dos du vieil homme. Le vieil homme lève son bâton pour se défendre, mais que peut sa vieillesse contre la force de ces jeunes brutes ? Il est poussé et tombe lourdement sur le sol rocailleux. Son sac s'ouvre, son contenu s'éparpille. Un thermos, un sandwich dans une boîte, quelques vieilles serviettes. Putain, c'est vraiment un vieux clochard. Le sbire fait une moue dégoûtée, crache par terre et écrase le sandwich du pied. À cet instant, un profond désespoir mêlé de colère
et de douleur brillent dans les yeux du vieil homme. Témoin de toute la scène, le regard d'Élise devient glacial. Elle n'hésite plus. D'un pas long et décidé, elle s'approche d'eux et aide le vieil homme à se relever. « Monsieur, ça va ?» Sa voix est douce, mais ferme. L'apparition soudaine de cette femme surprend quelque peu la bande de Marco, le balafré. Leur regard la scrute de la tête aux pieds. Une silhouette tonique moulée dans sa tenue de sport, un visage jeune et séduisant. Une lueur lubrique commence à poindre dans leurs yeux. Marco le balafré s'approche d'Élise en ricanant. « Oh, mais d'où sort cette beauté, ma petite? C'est dangereux par ici. Pourquoi tu te mêles de ça? T'es avec ce vieux débris. » Élise le fixe droit dans les yeux, sans ciller. Elle aide le vieil homme à se stabiliser complètement avant de se placer devant lui et de dire calmement « Je ne suis pas avec ce monsieur. Mais la façon dont vous traitez une personne âgée est clairement inacceptable. Percevoir des frais dans un parc national est illégal. Présentez-lui vos excuses immédiatement et partez. » Son ton autoritaire fige le sourire sur le visage de Marco, qui le remplace par un ricanement méprisant. « Ah, cette pimbèche ne sait pas à qui elle a affaire. T'as quel âge pour oser nous faire la morale? Mon âge ne vous regarde pas. Je vous le répète une dernière fois. Excusez-vous auprès de ce monsieur et fichez le camp, avant que j'appelle les gendarmes. » En entendant le mot gendarme, les sbires de Marco éclatent de rire, comme s'ils venaient d'entendre la meilleure blague du monde. Marco fait un pas de plus, collant son visage à celui d'Élise. Une odeur nauséabonde d'alcool et de tabac s'en dégage. « Les gendarmes, ma jolie, si tu savais à quel point on est pote avec eux, tu serais choquée. Dis-moi, en te voyant de près, t'es plutôt pas mal foutu, hein? C'est une provocation sexuelle ouverte. » Les sourcils d'Élise se froncent légèrement. Au plus profond d'elle-même, quelque chose de froid et de dur commence à s'éveiller, mais elle garde son calme. Ce n'est pas le moment de montrer ses émotions. Elle doit évaluer la force et les intentions de l'adversaire, trouver le meilleur moment pour riposter. C'est un instinct de survie gravé dans son corps depuis plus de 20 ans. Dernier avertissement. Dégagez. La voix d'Élise est glaciale. Mais cet avertissement ne fait que jeter de l'huile sur le feu pour ces voyous. Ils ignorent complètement à quel point la femme qui leur fait face est dangereuse et l'erreur monumentale qu'ils sont en train de commettre. Le silence du Vercors est peu à peu envahi par une tension d'avant-tempête. Marco le balafré répond à l'avertissement d'Élise par un éclat de rire moqueur. Il se tourne vers ses hommes et crie avec ostentation. « Les gars, vous avez entendu? La belle nous donne un dernier avertissement. »« Oh là là, j'ai trop peur. »« Chef, elle a du caractère, celle-là. J'ai entendu dire que les femmes de caractère sont des tigresses au lit. » On essaie pour voir. Les blagues graveleuses fusent. Il rit grassement en formant un cercle autour d'Élise. Le vieil homme, effrayé, se blottit derrière elle, ne sachant que faire. Il craint que cette jeune femme ait des ennuis à cause de lui. « Mademoiselle, partez vite, ne vous inquiétez pas pour moi. »« Ce n'est rien, monsieur. Restez juste derrière moi. » La voix d'Élise est d'un calme déconcertant. Son regard balaie leur formation, Marco au centre, la position de chaque homme de main, la position de leurs mains, de leurs pieds, leur centre de gravité, elle ne manque aucun détail. 6 hommes, tous les mains nues, mais leur carrure et leur attitude indiquent qu'ils ne sont pas des amateurs. Ce sont au moins des habitués des bagarres. Marco tend la main pour la poser sur l'épaule d'Élise. « Ma belle, sois pas si rigide. Viens avec nous en bas, on va boire quelques bières, on s'occupera bien de toi. » Au moment où sa main frôle son épaule, Élise recule d'un demi-pas, un mouvement presque imperceptible. Sa main glisse dans le vide. Il est un instant déconcerté, puis son visage rougit de colère, son attitude devenant plus agressive. Cette garce, elle comprend pas la douceur. Elle veut que j'utilise la force? Au moment où Marco s'apprête à lever la main de nouveau, le grésillement d'un talkie-walkie se fait entendre en contrebas. « Chef, le lieutenant-colonel Leroy arrive. » En entendant cela, le visage de Marco se détend.
Il sourit triomphalement à Élise. « Tu vois, ma petite, je t'avais dit que j'étais pote avec les gendarmes. Maintenant, tu comprends le problème ?» Peu de temps après, un homme d'âge moyen en uniforme de gendarme, en sueur, gravit la pente. C'est le lieutenant-colonel Leroy, commandant de la brigade de recherche de Grenoble. Il jette un coup d'œil à la bande de Marco, puis à Élise et au vieil homme, avec une expression d'agacement visible. « Marco, encore en train de chercher des noises? Tu t'en prends encore aux touristes ?»« Oh, mon lieutenant-colonel, pas du tout. C'est juste ce vieux qui ne respectait pas les règles de notre zone, alors on lui expliquait gentiment. Et puis cette femme est sortie de nulle part, menaçant d'appeler la gendarmerie. » Le regard de Leroy se tourne vers Élise. Il la dévisage de haut en bas, puis dit d'un ton condescendant. « Et vous, vos papiers, vous êtes en train de commettre une entrave à une opération de sécurité. » Élise n'en croit pas ses oreilles. N'importe qui pouvait voir que la victime était le vieil homme et les agresseurs, la bande de Marco. Et voilà qu'un homme en uniforme de gendarme débarque, demande les papiers de la victime et l'accuse d'entrave. Ce n'est pas seulement de la complicité, c'est une association de malfaiteurs. Pourquoi devrais-je vous montrer mes papiers? Ils sont clairement en train d'extorquer et de menacer quelqu'un. Si vous êtes gendarme, ne devriez-vous pas les arrêter? Vous êtes en train de me dire comment faire mon travail? Je sais ce que j'ai à faire. Donnez-moi vos papiers. Le ton de Leroy monte. Il prend ouvertement le parti de Marco. La situation est maintenant limpide. Ils sont dans un endroit isolé, ne peuvent pas compter sur la loi et font face à des loups déguisés en représentants de l'ordre. Élise réalise que toute discussion est inutile. Elle murmure à l'oreille du vieil homme. « Monsieur, fermez les yeux un instant, s'il vous plaît. » Puis elle se tourne vers Leroy et dit « Très bien, je vais vous montrer mes papiers. Mais avant, je dois rassembler des preuves de vos agissements illégaux. » À peine ces mots prononcés, Élise, rapide comme l'éclair, sort son téléphone et lance l'enregistrement vidéo. Son geste soudain surprend Leroy et Marco. « Qu'est-ce que tu fabriques? Arrête ça tout de suite. » Un des sbires de Marco se jette sur elle pour lui arracher son téléphone. C'est à ce moment précis qu'Élise, jusqu'alors immobile, bouge avec la vitesse d'un éclair. Elle saisit délicatement le poignet de l'homme qui fonce sur elle et le tord. Un craque sinistre retentit, suivi d'un cri de douleur. Au même instant, son autre main frappe son plexus solaire. L'homme ne peut qu'émettre un grognement, son souffle coupé, avant de s'effondrer au sol, inconscient. Tout s'est passé en une fraction de seconde. Les 5 autres hommes et le lieutenant-colonel Leroy restent figés, n'en croyant pas leurs yeux. Cette femme d'apparence fragile vient de neutraliser un homme robuste en seulement 2 mouvements. Marco le balafré est le premier à reprendre ses esprits. Son visage est rouge de rage et d'humiliation. « Salope !» Il se jette sur elle, le poing en avant, comme une bête sauvage. Élise se penche pour esquiver, abaisse son centre de gravité et se glisse entre ses jambes, brisant son équilibre. Alors que la masse de Marco bascule en avant, son coude frappe avec force et précision un point de pression dans son dos. Il n'a même pas le temps de crier avant de s'écraser face contre terre. « Qu'est-ce que vous attendez? Chopez-la !» hurle Marco. Les autres sbires se ruent sur elle, mais ils ne sont qu'une bande de désorganisés face à un prédateur entraîné. Les mouvements d'Élise sont d'une efficacité redoutable. Elle utilise un minimum de mouvements pour parer leur attaque, puis frappe avec une précision chirurgicale et impitoyable sur leurs points faibles. Un coup du tranchant de la main sur la nuque, un coup de genou dans une articulation, une paume qui frappe le menton, les cris et les gémissements troublent la quiétude de la forêt du Vercors. En moins d'1 minute, Marco le balafré et ses 6 sbires gisent au sol, se tordant de douleur. Il ne reste plus que le lieutenant-colonel Leroy. Son visage est livide de peur. Il recule pas à pas. Sa main se dirige vers le pistolet à sa ceinture. N'approchez pas, ou je tire. Élise s'époussette les mains comme si de rien n'était et s'avance lentement vers Leroy. Dans ses yeux, ni colère ni haine,
seulement du mépris. Un mépris profond pour celui qui porte l'uniforme pour protéger le peuple, mais qui pactise avec les criminels. Sortez votre arme et tirez. Mais souvenez-vous bien, à l'instant où vous presserez la détente, votre vie sera terminée, sa voix ne tremble pas. Le lieutenant-colonel Leroy est complètement dominé par son aura. Sa main tremble, une sueur froide perle sur son front. Il sent que la femme en face de lui n'est pas une simple experte en arts martiaux. Elle dégage une aura meurtrière que les gens ordinaires ne possèdent pas, une aura que l'on ne trouve que chez ceux qui ont frôlé la mort d'innombrables fois. Finalement, Leroy n'ose pas dégainer. Dans son hésitation, la main d'Élise, rapide comme l'éclair, s'abat sur son poignet et le tord. Aïe! Un cri retentit. Le talkie-walkie tombe de sa main. Élise le ramasse et parle dans l'appareil d'une voix glaciale et pleine d'autorité. Ici, secteur du Rocher isolé, parc naturel régional du Vercors. À compter de cet instant, cette zone est placée sous mon contrôle. Je suis la générale de division de l'armée de terre française, Élise Blanchard. Informez immédiatement la prévôté, la direction générale de la gendarmerie nationale et l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Demandez le déploiement de forces sur les lieux. Je répète, ici la générale de division Élise Blanchard. Sa voix résonne dans le talkie-walkie. En entendant ce nom et ce grade, les visages du lieutenant-colonel Leroy et de Marco le Balafré, toujours au sol, deviennent blancs comme un linge. Ce n'est que maintenant qu'ils réalisent à qui ils ont eu affaire. Les mots général de division résonnent dans l'air froid du Vercors. La bande de Marco, qui gémissait de douleur, en oublie ces mots et reste bouche bée. Le lieutenant-colonel Leroy, le visage exsangue, lève les yeux vers Élise, incrédule, une femme jeune et belle, une simple touriste un peu douée en arts martiaux. Le grade qui vient de sortir de sa bouche appartient à une sphère qu'ils n'auraient jamais l'occasion de côtoyer de toute leur vie. Élise ne leur jette plus un regard. Elle ajuste la fréquence du talkie-walkie pour se connecter au réseau de communication militaire. Puis, dans un langage concis et précis, elle rapporte la situation et demande du soutien. Son ton, sa terminologie, sa procédure de rapport sont ceux d'un soldat parfait, sans la moindre faille. Après son rapport, elle se retourne vers les hommes qui gisent au sol. Son regard n'est plus méprisant, c'est celui d'un enquêteur. Vous vous appelez Leroy, n'est-ce pas? Parlez en premier. Depuis quand êtes-vous de mèche avec eux? Combien avez-vous touché en pot de vin? Et à part vous, qui d'autre est impliqué? Leroy est si terrifié qu'il ne peut que remuer les lèvres sans émettre un son, les larmes commençant à lui monter aux yeux. Élise le saisit par le col, le secoue violemment. Vous avez intérêt à répondre franchement à mes questions. La justice militaire est bien plus redoutable que la justice civile, vous devez le savoir. Surtout quand le crime vise l'armée, il n'y aura aucune pitié. Elle cadre délibérément l'affaire comme une agression visant l'armée. Toute cette agression visant une générale en service actif n'est plus une simple bagarre. Elle peut être qualifiée de défi grave envers l'institution militaire. À ce moment, une voix grave et posée retentit derrière elle. « Mon général !» Élise se retourne. Le vieil homme la regarde avec un mélange de respect et de gratitude. Il s'est redressé de tout son long, adoptant une posture presque au garde-à-vous. Son regard, sa posture et la façon dont il s'adresse à elle. Ce n'est que maintenant qu'Élise observe vraiment le vieil homme. Un visage ridé, marqué par les taches de vieillesse, les traces d'une vie de labeur, mais derrière, une ossature solide et une trempe indomptable. Et à travers le col de sa chemise, elle entrevoit une chaîne, une plaque d'identité militaire usée. Un souvenir traverse l'esprit d'Élise comme un éclair. Il y a très longtemps, dans une terre étrangère, poussiéreuse, sentant la poudre, un moment de vie ou de mort, suspendu à un fil. Elle fixe le visage du vieil homme, en particulier ses yeux. « Monsieur, puis-je vous demander votre nom? Je suis l'ancien sergent Jean-Pierre Morin. » Jean-Pierre Morin. Ce nom transforme le souvenir d'Élise en certitude.
Ses yeux se plissent. Votre fils ne s'appelle-t-il pas Julien Morin? Les yeux du vieil homme s'écarquillent de surprise. Comment connaissez-vous le nom de mon fils, mon général? Élise lâche le col du lieutenant-colonel Leroy et s'approche du sergent Morin, sa voix tremblant légèrement. Il y a une dizaine d'années, au Soudan du Sud, je me souviens encore du sergent Julien Morin. Il était mon tireur d'appui. Quand notre unité est tombée dans une embuscade, il s'est battu jusqu'au bout pour couvrir ma retraite. À l'époque, je n'étais qu'un jeune sous-lieutenant sortant de l'école. Les yeux du sergent Morin se remplissent de larmes. Il saisit le bras d'Élise en tremblant. C'est vous qui avez sauvé mon Julien à l'époque, celle qu'il a toujours appelée sa bonne étoile, son sauveur, pendant toutes ces années de service, entre eux deux, une émotion profonde, indescriptible. Un lien du passé qui se renoue de manière miraculeuse, en un lieu et un temps que personne n'aurait pu imaginer. Élise prend la main du sergent Morin, son regard redevenant chaleureux et doux. « Comment va Julien maintenant? Il va bien ?» À cette question, la joie sur le visage du sergent Morin s'éteint, remplacée par une ombre sombre. Il baisse la tête. Il est journaliste. Journaliste dans un hebdomadaire. Sa voix se brise. Il enquête sur la corruption dans cette région, en particulier sur les liens entre la gendarmerie et le crime organisé. Il creusait les affaires de ce Marco et de ses semblables, comme ce Leroy. Mais depuis une semaine, je n'ai plus de nouvelles. Le cœur d'Élise se serre. Elle tourne son regard vers Marco le balafré, affalé au sol. Maintenant, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Ces types ne sont pas de simples racketteurs de touristes. Leur menace envers le sergent Morin est certainement liée à la disparition du journaliste Julien Morin. Marco, regarde-moi dans les yeux. La voix d'Élise est froide et basse, comme si elle venait des abysses. Où est Julien Morin? Marco, terrifié, évite son regard. Mais l'aura d'Élise est une chose à laquelle il ne peut résister. Elle lui serre le menton, le forçant à la regarder en face. Si tu n'ouvres pas la bouche, le reste de ta vie, tu ne le passeras pas dans la société, mais à pourrir dans la cellule la plus profonde d'une prison militaire. J'ai largement le pouvoir de faire ça. Dernière chance. Où est Julien Morin? La peur paralyse la raison. Marco le balafré comprend instinctivement que la générale en face de lui ne plaisante pas. Il tremble et parvient à peine à articuler quelques mots. Dans l'ancienne mine, pas loin d'ici. Il est vivant? Oui, pour l'instant, oui. Au même moment, un cri de désespoir s'échappe de la bouche du sergent Morin. Élise lui saisit fermement l'épaule, puis se retourne vers Marco, montre le chemin. La situation a dépassé le cadre d'une simple bagarre pour devenir une affaire d'enlèvement et de séquestration. Et au centre de l'affaire se trouve le père d'un ancien subordonné, un homme qui lui a sauvé la vie. Ce n'est plus une simple mission. Pour elle, c'est un combat personnel, lié au devoir sacré de protéger ses soldats et leurs familles. Elle sort de son sac à dos une petite trousse de premier secours et une cordelette, son visage se durcissant comme celui d'un soldat avant la bataille. Le paysage automnal du Vercors devient soudain le décor tragique d'un champ de bataille. Le temps semble s'être arrêté. L'air pur du Vercors est envahi par l'aura glaciale qui émane d'Élise, tendue comme une corde de violon. L'étoile invisible sur son épaule semble peser sur le souffle de toutes les personnes présentes. Ce n'est pas seulement l'autorité du grade, c'est le poids d'une personne qui a maintes fois franchi la frontière entre la vie et la mort, une personne qui a compris la mince ligne qui sépare l'existence du néant. Le lieutenant-colonel Leroy, maintenant complètement abattu, s'est assis lourdement sur le sol, l'air hagard. Dans sa tête, les mots généraux de division et l'image de cette jeune femme se heurtent, l'empêchant de penser clairement. Pour Marco le balafré et ses sbires, c'est encore pire. Ils ne sont que des petites frappes de quartier. La personne la plus haut placée qu'ils connaissent et peut être le commandant de la gendarmerie locale ou un conseiller régional. En général,
et qui plus est une générale issue des forces spéciales les plus prestigieuses, c'est un personnage qui n'existe que dans les mythes ou les légendes, bien au-delà de leur imagination. Et maintenant, cette légende se tient devant eux, jugeant leurs crimes. Élise ne perd plus de temps. Dès qu'elle a eu la confirmation que le journaliste Julien Morin était détenu dans l'ancienne mine, son esprit a élaboré un plan d'action parfait. Une opération de sauvetage de civils, c'est une chose qu'elle a faite d'innombrables fois. La seule différence est que cette fois, le théâtre des opérations n'est pas un désert ou une jungle à l'étranger, mais la montagne bien-aimée de son pays, Sergent Morin. Elle appelle le sergent Morin comme s'ils étaient de retour au service actif. Il se redresse et répond « Présent, mon général, d'ici à l'ancienne mine la plus proche, où est-ce? Vous connaissez? » « Oui, mon général. À environ 3 kilomètres au nord d'ici, il y a une ancienne mine de charbon de l'époque. Maintenant, c'est une zone dangereuse, interdite d'accès. Ils ont emmené mon Julien là-bas. » La voix du sergent Morin est de nouveau étranglée par la douleur. Élise lui tapote doucement l'épaule pour le réconforter, puis attrape les cheveux de Marco le balafré, toujours affalé au sol, pour le relever. Dans ses yeux, il n'y a plus seulement de la peur, mais aussi de la supplication. C'est toi qui vas nous guider. Et en chemin, ne t'avise pas de faire le malin. Ta misérable vie dépend de la sécurité du journaliste Julien Morin. Elle sort de son sac à dos des menottes flexibles en plastique, de type Serflex, et attache fermement les mains de Marco dans son dos. Ce type de menottes standard de l'armée ne peut être brisé par la force d'un homme. Elle attache rapidement les autres, y compris le lieutenant-colonel Leroy, de la même manière. Chacun de ces gestes est précis, efficace, comme une scène d'une opération militaire méticuleusement planifiée. Mon général, la prévôté mettra au moins 1 heure pour arriver. Ne devrions-nous pas les attendre? Dit le sergent Morin, inquiet. En 1 heure, une vie peut être perdue. Je vais entrer en premier pour sécuriser la situation, répond Élise avec détermination. Vous restez ici pour surveiller les blessés. Quand la prévôté arrivera, vous leur ferez un rapport. C'est aussi une mission. Mais seul, mon général, c'est trop dangereux. Ils ont peu être des complices à la mine. Ça ira. La voix d'Élise est pleine de confiance. Je ne suis pas seule. Elle tapote sa tempe. À l'intérieur, il y a la base de données d'innombrables champs de bataille, des compétences de survie accumulées pendant 20 ans et une volonté de faire pour accomplir la mission. C'est sa propre armée, plus puissante qu'une légion. Élise, prête, commence à escorter Marco le balafré vers la mine. Au moment où elle s'apprête à partir, des bruits de pas précipités se font entendre en contrebas. 2 jeunes gendarmes arrivent en courant, essoufflés. Ce sont des gendarmes locaux, envoyés après avoir reçu l'appel via le talkie-walkie de Leroy. Mon lieutenant-colonel, que se passe-t-il? Il reste figé en voyant la scène. 6 hommes robustes ligotés au sol. Leur supérieur, le lieutenant-colonel Leroy, le visage livide, et au centre, une femme qui semble tout diriger. « Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait ?» crie un jeune gendarme, la main sur son arme de service. Élise, sans se retourner, dit froidement « Contactez le directeur de la gendarmerie de l'Isère. Informez-le que la générale de division Élise Blanchard, du commandement des opérations spéciales, est en mission. Demandez la protection de la scène de crime et une coopération totale avec l'enquête de la prévôté. Si vous ne comprenez pas, rapportez simplement à vos supérieurs le grade de général de division et les termes commandement des opérations spéciales et prévôté laisse le jeune gendarme abasourdi. Le gendarme plus âgé derrière lui comprend la gravité de la situation, abaisse rapidement la main de son jeune collègue et salue réglementairement « Rapport, nous nous excusons de ne pas avoir compris la situation. » Élise ne leur prête plus attention. Toute sa concentration est maintenant tournée vers le sauvetage du journaliste Julien Morin. Elle pousse légèrement le dos de Marco ligoté avec son bâton de marche et ordonne « le chemin le plus rapide. 1 mètre de déviation ou 1 minute de perdu et je te démonte une articulation ici même
Il est si effrayé qu'il manque de s'uriner dessus. Il hoche la tête frénétiquement et commence à descendre la pente, quittant le sentier balisé. Élise jette un dernier regard confiant au sergent Morin, puis suit Marco, disparaissant dans la forêt dense et escarpée. Ses pas sont si légers qu'ils ne font presque aucun bruit sur les feuilles mortes, silencieuses et menaçantes, comme une panthère noire en chasse. Le sergent Morin, resté sur place, a l'impression de vivre un rêve. La jeune officier qui a sauvé son fils il y a plus de 10 ans, maintenant général, entre une fois de plus dans la gueule du loup pour le sauver à nouveau. Il ravale des larmes brûlantes, attendant avec anxiété l'arrivée de la prévôté. Il comprend une chose, le poids des étoiles sur les épaules est parfois le dernier espoir d'une vie. À l'extérieur, le Vercors est toujours paisible, mais au cœur des forêts désertes, un autre visage se révèle. Élise escorte Marco à travers des pentes abruptes, des sentiers à peine tracés, utilisés par les animaux sauvages. Sa respiration est régulière, son regard constamment en alerte. Lui, effrayé, marche d'un pas mal assuré, mais sentant l'aura glaciale dans son dos, il n'ose ni ralentir, ni tenter quoi que ce soit. Environ 20 minutes plus tard, il s'arrête devant un buisson dense. C'est là. Il désigne une porte en acier rouillé, camouflée par la végétation et les lianes. Sans y prêter attention, on pourrait facilement manquer l'entrée de cette ancienne mine. Près de l'entrée, un courant d'air froid et humide s'échappe, transportant une odeur caractéristique de moisissure. Élise utilise un pan de la chemise de Marco pour le bâillonner, puis l'attache solidement à un tronc d'arbre. Ensuite, elle sort une petite lampe de poche LED de sa ceinture et la coince entre ses dents. « Combien d'hommes à l'intérieur ?» murmure-t-elle. « 2. 2 de méga, » répond Marco d'une voix étouffée. Élise hoche la tête. Elle resserre ses lacets et chauffe légèrement ses articulations. En un instant, son regard se transforme en celui d'un prédateur avant la chasse. Dans l'obscurité, ses sens sont décuplés. Le courant d'air, les plus petits bruits, les changements d'odeur, tout devient une information cruciale. Ouvrir la porte en acier rouillé sans faire de bruit est presque impossible. Élise décide de ne pas l'ouvrir, mais d'utiliser une bouche d'aération corrodée à côté. La bouche est assez étroite, un homme adulte aurait du mal à passer, mais pour son corps souple et entraîné, c'est tout à fait possible. Elle retire doucement la grille et se glisse à l'intérieur comme un serpent. À l'intérieur de la mine, une obscurité totale et un froid glacial. Le faisceau de sa lampe n'éclaire qu'un petit cercle. Le reste est un espace mystérieux. Le bruit incessant de l'eau goûtant des parois de la galerie crée une atmosphère étrange. Elle retient son souffle, se déplaçant avec la légèreté d'un chat. Peu après, au loin, une faible lueur et des voix se font entendre. À une intersection de galeries, 2 hommes jouent aux cartes près d'un petit feu. Ce sont sans aucun doute les gardes de Julien Morin. Putain, c'est long. Qu'est-ce qu'il fout le chef? Il est sûrement en train de plumer quelques touristes sur la montagne. Faut avouer que ce journaliste est coriace. Ça fait plusieurs jours qu'on le laisse crever la dalle, mais il ne lâche pas un mot. Ce mec est une vraie tête de mule. Allez, on tient encore quelques jours. Après cette affaire, on touchera le jackpot. Grâce à leur conversation, Élise confirme que Julien Morin est toujours en vie et détenu à proximité. Elle éteint sa lampe, se fondant complètement dans l'obscurité. Elle ramasse 2 cailloux de bonne taille. D'abord, elle lance un caillou avec force au fond de la galerie de droite. Tac, tac, le bruit du caillou heurtant la paroi puis roulant sur le sol résonne dans la mine. C'est quoi ça? T'as entendu? L'un des 2 joueurs jure et se lève. Il prend une lampe de poche et s'avance prudemment vers la galerie de droite d'où venait le bruit. Élise ne manque pas cette occasion. Elle s'approche silencieusement par derrière de celui qui est resté, lui serre la gorge d'une main et, avec le caillou dans l'autre, le frappe violemment à la tempe. Un oum, bref, l'homme perd connaissance. Et, qu'est-ce qui se passe? L'homme parti vérifier entend un bruit suspect et se retourne précipitamment.
mais il ne voit qu'une obscurité totale. Alors qu'il balaie la zone avec sa lampe, paniqué, un caillou surgit des ténèbres et frappe sa lampe avec précision. Un bruit de verre brisé, la lampe s'éteint et la galerie est de nouveau plongée dans le noir absolu. Ah, qui est là? L'homme, terrifié, donne un coup de poing dans le vide qui ne rencontre que l'air. Élise est déjà derrière lui. Le tranchant de sa main s'abat comme l'éclair sur sa nuque. Il n'a même pas le temps de crier avant de s'effondrer. La neutralisation des deux gardes a pris moins de 30 secondes. Une infiltration parfaite. Résultat d'une différence de niveau absolu, Élise ramasse la lampe de poche des gardes inconscients et s'enfonce dans la galerie qu'il gardait. Au bout du couloir, un petit espace est bloqué par une grille en fer rouillé. À l'intérieur, un homme est assis, recroquevillé, le visage émacié par la faim, les vêtements déchirés, couverts de poussière et de blessures, mais son regard reste étrangement vif. C'est le journaliste Julien Morin. Et sur son visage, elle voit se superposer l'image de son père, le sergent Jean-Pierre Morin. Julien Morin, en entendant son nom, il lève lentement la tête, la regardant avec méfiance. « Qui êtes-vous ? Je viens de la part de votre père. Je suis Élise Blanchard. » Les yeux de Julien Morin s'écarquillent. Élise Blanchard, le nom qu'il a entendu d'innombrables fois dans les récits militaires de son père, la sauveuse, la femme soldat de légende. Il n'en croit pas ses yeux et s'agrippe au barreau. Élise ne dit rien de plus, utilise une barre de fer trouvée à proximité pour briser le cadenas rouillé. La porte de la cellule s'ouvre. Ils se font enfin face. « Ça va ? Oui, je tiens le coup. Merci. Vraiment, merci beaucoup. » Julien Morin essaie de se lever, mais après des jours de captivité et de faim, ses jambes flageolent. Élise le soutient rapidement. « Il faut sortir d'ici tout de suite. » Elle soutient Julien Morin et se dirige vers la sortie. Mais en arrivant à l'intersection, Julien s'écrie soudain « Attendez, mon carnet et mon appareil photo, ils les ont pris et jetés dans ce coin-là. » Son carnet et son appareil contiennent certainement des preuves cruciales. Élise hésite un instant, mais décide de laisser Julien en sécurité et de retourner les chercher. C'est à ce moment-là que, boum, Kroum, la mine, abandonnée depuis des années, ne supporte pas les mouvements et les courants d'air et commence à trembler. De la poussière et des petites pierres tombent du plafond. Attention, ça s'effondre, hurle Julien, désespéré. La galerie est en train de s'effondrer. Le sauvetage à peine commencé se transforme en une nouvelle crise majeure. La poussière tombe du plafond comme une cascade. Les étais en bois pourri qui soutiennent la galerie commencent à craquer et à se tordre. Un bruit assourdissant retentit et l'entrée de la mine s'effondre complètement. En un instant, ils sont coupés du monde extérieur, enterrés vivants. Le faisceau de la lampe de poche danse dans l'air épais de poussière. Merde, lâche Julien, désespéré. La joie d'être sauvé s'est évanouie, remplacée par une peur encore plus grande qui l'étouffe, mais Élise, à ses côtés, est différente. Son visage ne montre aucune panique. Au contraire, il devient encore plus froid et plus aiguisé. Ce n'est rien, il y a une autre sortie. Sa voix calme apporte un peu de réconfort à Julien, paniqué. Élise observe rapidement les environs. L'effondrement a commencé près de l'entrée, mais les galeries plus profondes sont encore relativement intactes. Lors de sa formation dans les forces spéciales, elle a appris que les mines et les grottes ont souvent plusieurs issues de secours, comme des puits de ventilation ou des galeries secondaires. Julien, reprenez-vous. Si vous voulez sortir d'ici vivant, écoutez-moi. Élise lui tapote la joue pour le calmer. Vous savez quelque chose sur la structure de cette mine? Ils ont dit quelque chose? Ils ont dit que c'était très complexe, que si on se perdait, on ne retrouverait jamais la sortie. Et j'ai cru les entendre dire qu'il y avait un passage qui menait à un ancien entrepôt de la direction du parc naturel régional.
Julien fouille dans sa mémoire. Bien. Élise éclaire avec sa lampe la direction qu'il a indiquée. 3 galeries se présentent. Elle s'agenouille, colle son oreille au sol, sentant le minuscule courant d'air. Dans les galeries non effondrées, l'air extérieur peut encore s'infiltrer par les issues, par là. Sans hésiter, elle choisit le chemin du milieu. Elle aide Julien, épuisé, à continuer. À cause des secousses, l'intérieur de la mine est encore plus dangereux. Des situations périlleuses se succèdent, un nouvel effondrement pouvant survenir à tout moment. Après un certain temps, un énorme tas de roches bloque leur passage, apparemment effondré en même temps que l'entrée. Le visage de Julien s'assombrit de nouveau. C'est peu. Être vraiment la fin. Pas encore. Élise examine attentivement le tas de roches. Elle repère une fente très étroite entre les blocs. Trop petite pour qu'un homme puisse passer, mais elle n'abandonne pas. Elle prend le carnet et l'appareil photo de Julien, les glisse sous sa veste et dit « Je vais ouvrir la voie, suivez-moi. Vous en êtes capable ?» Elle commence à se faufiler dans la fente. Son corps entraîné se meut avec une agilité incroyable, franchissant l'obstacle qui semblait insurmontable. Une fois de l'autre côté, elle dégage les pierres instables pour créer un passage pour Julien. Julien, couvert de blessures, utilise ses dernières forces pour la suivre. Finalement, ils franchissent tous les deux l'éboulement et devant eux se trouve une échelle en fer rouillé menant vers le haut. Une faible lumière extérieure filtre. C'est le puits de ventilation, la sortie de secours. On l'a trouvé. Élise et Julien se regardent et échangent un bref sourire. Ils grimpent à l'échelle rouillée et atteignent enfin la surface. L'endroit où ils sortent, comme l'avait dit Julien, se trouve derrière un vieil entrepôt désaffecté. Respirer l'air frais de l'extérieur, le sentiment d'être en vie les submerge enfin. Alors qu'ils sortent de l'entrepôt, le bruit des pales d'un hélicoptère et d'innombrables sirènes retentissent au loin. Les forces de la prévôté et de la gendarmerie se sont enfin rassemblées dans le Vercors, à la demande d'Élise. Peu de temps après, les unités d'intervention de la prévôté et de la gendarmerie ont complètement sécurisé la zone. Marco le Balafré, ses sbires et le lieutenant-colonel Leroy, qu'Élise avait ligoté, sont tous remis à la prévôté. Les opérations de sauvetage commencent à l'entrée effondrée de la mine et le sergent Morin serre son fils, sain et sauf, dans ses bras, fondant en larmes. Toute la situation est gérée sous le commandement parfait d'Élise. Le journaliste Julien Morin, après avoir reçu les premiers soins des médecins militaires, sort le carnet et l'appareil photo de sa veste et les tend à Élise. Toutes les preuves sont là. Pas seulement sur le gang de Marco et ce Leroy, mais aussi sur le PDG de l'entreprise de construction qui enterrait secrètement des déchets industriels dans le parc et le nom de l'homme politique local qui recevait des pots de vin de sa part. Un réseau de corruption complexe, une conspiration massive, se dévoile peu à peu. Le gang de Marco n'était que la queue d'un monstre bien plus grand. Le journaliste Julien Morin a été enlevé juste avant de pouvoir révéler cette vérité au grand jour. Élise prend les preuves, son regard redevenant glacial. L'opération de sauvetage est terminée, mais la vraie bataille ne fait que commencer. Elle tape sur l'épaule de Julien et dit « Ne vous inquiétez pas. Je prendrai mes responsabilités jusqu'au bout pour que ces preuves et votre courage ne soient pas vains en tant que soldat de ce pays et aussi en tant que citoyenne. » Ces paroles portent une responsabilité et une conviction aussi lourde que le poids des étoiles sur ses épaules. Au loin, le ciel à l'est commence à s'éclaircir. La longue nuit est passée. Une nouvelle aube se lève sur le Vercors. Une aube tragique et éclatante, annonçant un jugement impitoyable sur les puissants corrompus. Le poste de commandement de campagne, installé à la hâte près de la maison du parc naturel régional du Vercors, ressemble à un champ de bataille. Les véhicules de la prévôté et de la gendarmerie sont alignés. Les visages des militaires et des gendarmes qui vont et viennent sont tendus. Élise n'est plus une simple randonneuse. Elle se tient devant une carte d'état-major, faisant son rapport au commandant de l'équipe d'enquête de la prévôté et au chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, fraîchement arrivée.
L'étoile d'argent qui brille sur le col de son uniforme donne un poids absolu à chacune de ses paroles. À l'heure actuelle, les suspects arrêtés incluent le cerveau, Marco le balafré et 7 de ses sbires, ainsi que le lieutenant-colonel Leroy de la gendarmerie de Grenoble. Les premiers interrogatoires révèlent qu'ils ne se contentaient pas d'extorquer de l'argent, mais qu'ils organisaient également la dissimulation de déversements illégaux de déchets dans le parc, menaçant et séquestrant les habitants qui s'y opposaient. Sur la carte, elle pointe un organigramme des relations du gang de Marco et la liste de leurs crimes. Son rapport est concis, cohérent, chaque information basée sur des faits précis. Les commandants des enquêtes hochent la tête, écoutant attentivement comme des subordonnés. Le journaliste Julien Morin, bien que soigné par les médecins militaires, tape frénétiquement sur son ordinateur. Ses yeux ne brûlent pas de haine, mais de la responsabilité d'un journaliste qui doit révéler la vérité. Son père, le sergent Morin, se tient silencieusement à ses côtés, regardant avec admiration Élise, qui est au centre de tous les événements. Voici les preuves que le journaliste Julien Morin a protégées au péril de sa vie. Élise pose un sac scellé sur la table, contenant le carnet de notes et la carte mémoire de l'appareil photo de Julien. L'équipe scientifique de la prévôté se met immédiatement au travail. Peu de temps après, sur le grand écran du poste de commandement, les photos, les vidéos de la carte mémoire et le contenu du carnet s'affichent. Toutes les personnes présentes laissent échapper un soupir de stupeur. Les photos montrent des camions déversant des fûts dans un ravin profond du Vercors. La nuit, des fûts s'écoulent un liquide noir et épais, polluant le ruisseau cristallin. Une vidéo montre clairement un camion avec le logo du groupe de BTP Horizon Construction. Marco le balafré est sur les lieux, donnant des ordres, et un autre homme lui remet une enveloppe. C'est Patrick Garnier, le PDG d'Horizon Construction, dit difficilement Julien Morin. C'est une entreprise de BTP qui a connu une croissance fulgurante dans la région, mais qui a toujours été soupçonnée de collusion avec des politiciens locaux. Le carnet de notes détaille des comptes, des journaux d'appel et même un plan des lieux de débauche secrets. Et au centre de tout cela, un nom revient sans cesse. Alain Dubois, le député de la circonscription. Un homme qui apparaît toujours avec un sourire bienveillant et une image proche du peuple. Mais dans le carnet, c'est un hypocrite ignoble, utilisant son influence politique pour accorder des privilèges à Horizon Construction en échange de financements politiques illégaux colossaux, vendant ainsi la nature du Vercors. Ce n'est pas une simple collusion entre le crime organisé et la gendarmerie, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg d'un vaste réseau de groupes d'intérêts locaux. Le visage du chef de l'inspection générale se durcit. À ce moment précis, le téléphone satellite militaire d'Élise sonne. C'est le commandant des opérations spéciales, son supérieur direct. « Général Blanchard, vous allez bien ? J'ai reçu le rapport, mais il y a actuellement une pression du ministère des Armées. Le cabinet du député Alain Dubois a pris contact directement, affirmant que l'intervention de l'armée dans une enquête civile est un abus de pouvoir. Ils font pression pour que nous nous retirions immédiatement. » Comme prévu, le serpent, la queue écrasée, commence à relever la tête. Le regard d'Élise devient encore plus froid. « Rapport, mon général. Ce n'est pas une simple enquête civile. C'est une menace directe contre un officier général en service et une menace grave à la sécurité nationale par la destruction de l'écosystème d'un parc naturel, une zone adjacente à un périmètre militaire. De plus, la victime initiale de cette affaire est la famille d'un militaire. Je ne peux absolument pas laisser passer ça. Car très bien. Si votre décision est prise, je ferai de mon mieux pour tenir bon. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous devez rassembler des preuves irréfutables avant qu'il n'ait le temps d'agir. Reçu. Après l'appel, Élise est plus déterminée que jamais. C'est une course contre la montre. L'ennemi a certainement compris la situation et a commencé à détruire les preuves. Elle ne peut plus attendre. À partir de maintenant, changement de plan d'opération. La déclaration d'Élise attire tous les regards. L'équipe d'enquête de la prévôté demande immédiatement un mandat de perquisition d'urgence pour le siège d'Horizon Construction et le bureau du député Alain Dubois.
L'inspection générale de la gendarmerie nationale enquête sur les taupes au sein de la gendarmerie de Grenoble et retrace les flux financiers de Patrick Garnier et Alain Dubois. Elle pointe la carte sur le tableau d'état-major. Quant à moi, Élise Blanchard, je vais immédiatement mener une partie de l'unité d'intervention directement sur le site de déversement. Il faut sécuriser le site et recueillir d'autres preuves avant qu'ils ne puissent les faire disparaître. Ce n'est pas une enquête, c'est une bataille sur un front invisible. Sa voix est empreinte d'une détermination inébranlable. Elle prend le pistolet sur la table, le glisse dans son étui et enfile un gilet pare-balles. La randonneuse pacifique a disparu. Il ne reste plus qu'une générale de l'armée de terre française, prête à déclarer la guerre à un ennemi invisible. Le bruit des bottes militaires de l'unité d'intervention qu'elle dirige brise le silence de l'aube, résonnant puissamment en direction du cœur de la corruption. Le convoi de l'unité d'intervention, dirigé par Élise Blanchard, fonce sur les chemins de terre du parc naturel régional du Vercors, soulevant des nuages de poussière. Dans la lumière incertaine de l'aube, leurs phares sont comme des lames acérées fendant l'obscurité. À côté d'elle, le sergent Morin compare les photos de son fils avec une carte satellite pour indiquer le chemin le plus court. Élise n'a pas pu refuser sa demande de participer à cette opération à la place de son fils. Dans les yeux du vieux sergent et de la jeune générale, 2 générations de militaires partagent le même objectif brûlant. Au même moment, au siège d'Horizon Construction, au centre de Grenoble, la gendarmerie et les enquêteurs sont également sur place. Ils ont encerclé tout le bâtiment, attendant le lever du jour pour commencer la perquisition. Tout se déroule de manière synchronisée, sous le commandement d'Élise. En approchant du site de déversement, Élise ordonne à tous les véhicules d'éteindre leurs phares et aux soldats de descendre. À partir de là, ils doivent approcher discrètement à pied. Elle met des lunettes de vision nocturne et prend la tête. Dans l'obscurité épaisse, ses mouvements sont aussi précis qu'en plein jour. Les 20 soldats de l'unité d'intervention la suivent comme un seul homme. Ce sont les soldats les plus aguerris de France. Mais dans leurs yeux, il n'y a pas seulement du respect pour Élise, mais de l'admiration. Une légende vivante, une femme qui a atteint le sommet des forces spéciales. Et maintenant, cette légende leur ouvre la voie. À 200 mètres, signature thermique détectée, 4 individus en état d'alerte. Élise fait un signe de la main. Les soldats se fondent immédiatement dans le terrain et se mettent en position de combat. Ce sont sans aucun doute les hommes de main engagés par Patrick Garnier pour garder le site. Il n'est pas exclu qu'ils soient venus pour faire disparaître les preuves. 2 groupes, encerclement par les flancs. N'ouvrez pas le feu sans mon ordre. La neutralisation doit être silencieuse. Objectif, capture. Ces ordres sont courts et précis. Les soldats se déploient en silence, se fondant dans l'obscurité. Élise laisse le sergent Morin en sécurité à l'arrière et s'infiltre seul dans la zone la plus dangereuse. Ses pas ne font aucun bruit sur les feuilles mortes, tel un fantôme. Les gardes sont assis autour d'un feu, fumant et discutant. « Putain, pourquoi le patron Garnier nous emmerde comme ça? Un coup de pelleteuse, et c'est réglé. Je sais pas. Paraît qu'un député est dans le coup, c'est pour ça que c'est le bordel. » Ils ignorent complètement que l'ombre de la mort s'approche d'eux par derrière. Au signal d'Élise, l'opération commence. Les soldats surgissent de l'obscurité, rapides comme l'éclair, bâillonnant et neutralisant les gardes. Ils n'ont même pas le temps de crier avant de s'effondrer. En 10 secondes, la situation est maîtrisée. Élise regarde en bas du ravin. Là, comme elle l'avait prévu, une grosse pelleteuse se prépare à creuser pour enterrer les fûts. Ils sont arrivés juste à temps, avant que la destruction des preuves ne commence. En avant, sur l'ordre d'Élise, les soldats descendent dans le ravin. Le conducteur de la pelleteuse et les employés d'Horizon Construction qui supervisent le site voient les canons des fusils pointés sur eux, perdent leurs moyens, lèvent les mains en l'air et s'agenouillent. Le site est parfaitement sécurisé. À ce moment, le téléphone militaire d'Élise sonne de nouveau. Cette fois, c'est le commandant de l'équipe qui a investi le siège d'Horizon Construction. Rapport,
Mon général. Horizon Construction a tenté de détruire les preuves, broyant tous les documents et détruisant les disques durs. Mais notre équipe de police technique et scientifique a réussi à récupérer des livres de comptes secrets cryptés sur un serveur de sauvegarde. Le décryptage est en cours. Excellent. Et le bureau du député Dubois? Pareil, mon général. Mais un assistant de Dubois s'est montré coopératif et a fourni une preuve décisive. Il semble qu'il craignait d'être le bouc émissaire et a changé d'avis. Tout se déroule comme prévu, et même mieux que prévu. La forteresse du pouvoir corrompu s'effondre de toutes parts, mais la bête blessée ne se laisse pas faire. Peu de temps après, un appel direct du cabinet du ministre des Armées arrive. Le député Alain Dubois a appelé directement le ministre, accusant l'armée d'abus de pouvoir flagrant et exigeant la révocation immédiate d'Élise. Ne pouvant plus agir par le bas, il a utilisé la voix la plus haute. « Général Blanchard, je suis désolé, mais vous devez cesser immédiatement toutes vos activités et vous retirer. C'est un ordre. » La voix à l'autre bout du fil est froide et sans appel. Élise ferme les yeux un instant. D'innombrables images défilent dans son esprit. Ses camarades morts, au Soudan du Sud pour la sauver, les larmes du sergent Morin pour son fils, le regard désespéré du journaliste Julien Morin dans la mine, et le ruisseau du Vercors en train de mourir. Elle ouvre les yeux. Il n'y a plus aucune hésitation. Don rapport. Je désobéis à cet ordre. Comment? Mon général, je suis au combat contre l'ennemi. Un ennemi qui menace clairement la Constitution et la vie du peuple français. En tant que commandant, je ne peux pas abandonner cette bataille. J'assumerai l'entière responsabilité de mes actes. Elle raccroche sèchement. Désobéir aux ordres, pour un militaire, c'est un acte équivalent à signer son propre arrêt de mort. Mais elle n'a pas peur. Elle sait que le poids des étoiles sur ses épaules n'est pas là pour obéir à des ordres injustes, mais qu'il ne brille vraiment que lorsqu'elle est prête à tout risquer pour les valeurs qui doivent être protégées. Face à sa détermination, tous les soldats autour d'elle serrent instinctivement les poings. Ils ne sont pas seulement unis par une relation hiérarchique, mais par des liens de camaraderie forgés dans l'épreuve, soudés par un esprit d'acier contre l'injustice. À ce moment précis, le soleil perce enfin le ciel à l'est et se lève. Ses rayons illuminent les fûts de déchets toxiques jetés dans le ravin, et à côté d'eux, les soldats de fer, ceux qui ont tout misé pour défendre la justice sur cette terre. La déclaration de désobéissance d'Élise provoque un séisme. Le ministère des Armées est en ébullition et le député Alain Dubois en profite pour crier dans la presse à une ingérence politique de l'armée. La situation semble tourner de manière extrêmement défavorable pour elle, mais elle ne flanche pas. Elle a une conviction inébranlable. La conviction que la vérité, l'arme la plus puissante, et le peuple, l'allié le plus solide, se rangeront bientôt de son côté. Sa conviction ne l'a pas trompée. À l'hôpital militaire, le journaliste Julien Morin tape sans relâche sur son ordinateur. Sous ses doigts, toute la vérité qu'il a risqué sa vie pour découvrir pendant des mois se transforme en un grand article. Les crimes du gang de Marco, la complicité du gendarme corrompu, le déversement de déchets d'Horizon Construction et le visage hideux du cerveau, Alain Dubois. Et au milieu de tout ce désespoir, l'histoire de la générale Élise Blanchard apparaît comme une lueur d'espoir. Si cet article est publié, il pourrait y avoir encore plus de danger pour vous, mon général. Ça ne vous dérange pas? Demande Julien avant d'envoyer son article. Élise regarde les montagnes du Vercors par la fenêtre et répond calmement. Porter l'uniforme, c'est être prêt à affronter la mort à tout moment. Si cette mort est pour la patrie et le peuple, il n'y a rien à craindre. Julien, prouvez que votre plume est plus forte que le fusil. Cet après-midi-là, l'article de Julien Morin est publié en ligne. L'ombre sur le Vercors et le coup de feu de la vérité d'une générale. L'article provoque une explosion. En quelques heures, il atteint des millions de vues, faisant la une de tous les sites d'information. L'opinion publique nationale est choquée et indignée. Ils sont horrifiés d'apprendre que le député qu'ils ont élu déverse du poison
dans leur parc naturel sacré, et ils admirent l'histoire de cette générale qui a lutté seule contre une force d'injustice colossale. L'opinion publique est en ébullition. Sur le portail en ligne du gouvernement, les pétitions demandant la révocation immédiate du député Alain Dubois et la protection de la générale Élise Blanchard affluent. Le site web du ministère des Armées est presque paralysé. Les hauts responsables du ministère qui voulaient la sanctionner doivent maintenant faire face à une vague de protestations populaires féroces et ne peuvent plus reculer. Celui qui est acculé, c'est Alain Dubois. Il organise une conférence de presse d'urgence, niant toutes les accusations. Tout cela est un complot politique évident de forces hostiles et de certains éléments dissidents de l'armée pour me nuire. Que l'armée espionne les citoyens et manipule l'opinion publique est un acte inacceptable qui sape les fondements de notre État. Alors qu'il verse des larmes de crocodile, affirmant son innocence, la porte arrière de la salle de conférence s'ouvre brusquement. Les enquêteurs du parquet font irruption. Ils brandissent un mandat d'arrêt au nom d'Alain Dubois. Le PDG d'Horizon Construction, Patrick Garnier, a tout avoué. Face à la pression de l'opinion publique et à la ténacité d'Élise, il a réalisé qu'il ne pouvait pas porter le chapeau tout seul et a finalement livré tous les détails des transactions et les enregistrements de ses appels avec Alain Dubois aux enquêteurs. Alain Dubois hurle « C'est absurde, j'ai l'immunité parlementaire ». Il montre son insigne de député, mais un enquêteur lui répond froidement « Il y a quelques minutes, l'Assemblée nationale a voté la levée de votre immunité avec une majorité écrasante. Même les collègues qu'il pensait être ses alliés lui ont tourné le dos face à la vague d'indignation populaire. Sous les flashs crépitants des appareils photo, le masque de l'hypocrite est arraché. Il est emmené par les enquêteurs, impuissant. Le gigantesque scandale de corruption qui a secoué le pays a finalement vu la tête du serpent coupée. Une fois l'affaire terminée, Élise rassemble tranquillement ses affaires, se préparant à quitter le Vercors. La controverse qui l'entourait s'est transformée en éloge et en récit héroïque. Même les plus hauts dirigeants ont salué son courage et l'armée a discrètement annulé l'examen disciplinaire pour son acte de désobéissance. Mais elle ne s'en soucie pas. Elle a simplement fait son travail. Le sergent Morin et le journaliste Julien Morin viennent la trouver et s'inclinent profondément. « Mon général, nous ne vous oublierons jamais de toute notre vie. Je n'ai rien fait. Sans le courage de vous deux, la vérité serait restée enterrée à jamais. J'espère que vous garderez toujours ce courage. » Élise leur tapote l'épaule et monte en voiture en silence. Par la fenêtre, l'image majestueuse du Vercors, qui a retrouvé sa quiétude, défile. La longue bataille semble terminée, mais son téléphone militaire sonne de nouveau. Une nouvelle mission. Une situation d'urgence sur la côte est. Sans la moindre hésitation, elle répond « Reçu ». Sa guerre n'est pas terminée. Tant qu'il y aura de l'injustice sur cette terre, elle sera prête à repartir au front. C'est la raison pour laquelle elle porte cet uniforme. Et c'est aussi la raison d'être de l'étoile sur son épaule. La voiture file sur l'autoroute, alors que la nuit tombe, se dirigeant silencieusement vers un autre front, comme le prélude d'une nouvelle aube, un nouveau départ. Le temps passe comme un fleuve et les saisons se succèdent. La tempête du Vercors qui a secoué le pays s'est peu à peu calmée, mais ses cicatrices et ses leçons sont gravées dans les mémoires. Le député Alain Dubois et le PDG Patrick Garnier ont été condamnés à de lourdes peines. Les gendarmes corrompus et les fonctionnaires complices les ont suivis en prison, et le gang de Marco le Balafré a été démantelé jusqu'à la racine. Un vent de changement a également soufflé sur le Vercors. Les immenses avoirs saisis à Horizon Construction ont été utilisés pour créer un fonds de restauration environnementale du Vercors. Le nettoyage des déchets illégaux dans les ravins a commencé et de nombreuses organisations environnementales et des bénévoles ont uni leurs forces. La terre autrefois empoisonnée retrouve peu à peu sa verdure, des graines de fleurs sauvages sont sémées, de jeunes arbres sont plantés. La grande force de guérison de la nature panse lentement la cicatrice laissée par la cupidité des hommes.
Et au centre de tous ces bouleversements, la générale Élise Blanchard est retournée à sa vie quotidienne. L'affaire de désobéissance qui avait fait trembler le ministère des Armées s'est discrètement tassée derrière le bouclier de l'opinion publique, l'héroïne du peuple. Les dirigeants militaires n'ont pris aucune sanction, mais n'ont pas non plus décerné de médaille spéciale. Ils ont choisi une solution discrète, comme si rien ne s'était passé. C'est aussi ce qu'elle souhaitait. Elle voulait rester un soldat en mission, pas une héroïne acclamée sous les projecteurs. La situation d'urgence en mer juste après la bataille du Vercors a également été résolue parfaitement par elle et son équipe. Un après-midi de fin de semaine, à la fin de l'automne, elle atteint un rendez-vous dans un salon de thé tranquille près du commandement. Peu de temps après, le journaliste Julien Morin, le visage bien plus reposé qu'auparavant, entre et la salue avec un profond respect. Il vient de recevoir le prix national du journalisme pour sa série d'enquêtes sur l'affaire et est devenu l'un des meilleurs journalistes d'investigation de France. Je suis désolé, mon général, une personne aussi occupée que vous qui prend du temps pour moi. C'est plutôt vous qui êtes occupé. Julien, je vous vois tout le temps à la télévision ces derniers temps, vous avez l'air en pleine forme. Élise sourit, l'accueillant chaleureusement. La chaleur de la tasse de thé se propage entre eux. Julien Morin hésite un instant, puis dit avec difficulté. En fait, j'ai une question que j'ai toujours voulu vous poser, mon général. Ce jour-là, quand la mine s'est effondrée et que je pensais que tout était fini, vous n'avez pas scié. Et même lorsque vos supérieurs vous ont menacé de révocation, vous avez déclaré votre désobéissance. Qu'est-ce qui vous rend si forte? Je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Ce n'est pas seulement la curiosité d'un journaliste, mais l'admiration sincère d'un homme. Élise soulève sa tasse, hume son parfum. Elle regarde le paysage par la fenêtre et dit doucement « Quand je suis sortie de l'école, il y avait un jeune soldat qui m'était très proche. Il était aussi plein de droiture et avait un sourire aussi bienveillant que le vôtre. Lors de ma première mission à l'étranger, il m'a sauvé la vie et est mort. Avant de fermer les yeux dans mes bras, il m'a fait promettre de vivre pour lui et de protéger ce pays jusqu'au bout, pour que l'uniforme n'ait jamais à rougir. Chaque fois que je me sens faible, je me souviens de son dernier regard. Je pense que l'étoile sur mon épaule n'est pas seulement la mienne, c'est le poids des âmes de nombreux camarades tombés avant moi. C'est peu, être ce poids qui m'a rendue forte. » Sa voix est calme, mais elle recèle une tristesse et une responsabilité profonde, incommensurable. Ce n'est pas que je suis forte, c'est que je n'ai pas le droit d'être faible. Si je tombe, le sacrifice de tous ceux qui ont cru en moi deviendra vain. Julien Morin ne peut plus rien dire. Il baisse simplement la tête, exprimant son profond respect pour le fardeau que cette femme porte. Quelque temps plus tard, par une belle journée d'automne, Élise, en tenue de randonnée simple, sans grade, retourne dans le Vercors. Les traces du chaos ont disparu. La montagne, toujours majestueuse et silencieuse, l'accueille comme à son habitude. Elle marche de nouveau lentement vers le rocher isolé. Près du rocher où l'incident a eu lieu, un nouveau panneau a été installé, la beauté du Vercors. Préservons-la ensemble. À côté, une petite stèle commémorative. C'est une stèle érigée par le journaliste Julien Morin, d'autres journalistes et des habitants pour honorer le courage anonyme sacrifié pour la justice du Vercors. Aucun nom n'est gravé sur la stèle, seulement une seule étoile. Élise se tient un instant devant la stèle, se recueille, puis continue son chemin en silence. Sur son chemin, les visages des gens qu'elle croise sont rayonnants de sourires paisibles. Une famille tenant ses enfants par la main admire les couleurs de l'automne. Des jeunes en sueur se dirigent vers le sommet. Un couple de personnes âgées se repose, l'un appuyé sur l'épaule de l'autre. C'est cette vie simple et précieuse qu'elle veut protéger. Plus elle approche du sommet, plus sa respiration devient difficile, mais son cœur est de plus en paix. Enfin, arrivée au point de vue panoramique du Grand Vémont, elle souffle et pose son sac à dos. Une brise fraîche caresse son front en sueur. Devant elle, un paysage grandiose, façonné par le temps éternel, pas par le temps des hommes, une mer de feuilles d'érable rouge et or, des crêtes rocheuses majestueuses qui s'élèvent au-dessus, et le ciel d'automne, d'un bleu pur
qui embrasse le tout. La montagne ne parle pas. Elle observe en silence les joies et les peines des hommes qui se déroulent en son sein, comme elle le fait depuis des millions d'années. Élise ferme les yeux. Les critiques et les louanges, les menaces de mort et les moments de joie défilent comme un film. Tout ce bruit, face à la grandeur de cette nature, n'est qu'un grain de poussière. Elle réalise que ce qu'elle a fait n'était pas de créer ou de juger quoi que ce soit. Elle a simplement enlevé la toxine là où c'était malade, nettoyé les taches pour que la nature puisse se guérir elle-même. Quand elle rouvre les yeux, son regard est aussi clair et profond que du cristal. Tout le bruit dans son cœur s'est dissipé. Seul le silence de la montagne emplit son âme. À ce moment précis, une légère vibration provient de son sac à dos, un message signalant une nouvelle mission. Elle soupire, puis esquisse un léger sourire. Elle a lapété Palou, sa paix est toujours aussi brève, mais maintenant, elle peut l'accepter comme son destin. Elle remet son sac sur ses épaules. Elle doit redescendre par le chemin qu'elle a emprunté pour monter. En bas, elle redeviendra, de simple randonneuse, un soldat protégeant la patrie. Au loin, le soleil se couche lentement derrière les montagnes de l'ouest. Le crépuscule est flamboyant, tragique et beau comme le feu des combats sur un champ de bataille. Élise se tourne vers ce crépuscule et vers les montagnes de sa patrie qu'elle doit protéger et leur adresse un salut silencieux. La montagne ne parle toujours pas. Elle observe tout en silence, se préparant à affronter 1000 autres tempêtes, comme les gardiens silencieux de cette terre. Comme elle. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à la partager. Merci.